par un roman. Répète, euh, répète. oui, je répète. Alors, il dit que ça a été inspiré d'un roman de Joseph Conrad qui s'appelle Earth, excusez mon accent, Earth of Darkness, le cœur de la noirceur, je ne sais pas trop, là. Père Alors, de la noirceur. hein, pardon, Ah, Heart, ok. Heart, Ok, Heart, c'est oui, ok. cœur, c'est ça? Car, oui, oui, oui. Alors, bon, puis qui porte sur un Amérindien, un autochtone qui se rebelle, là. C'est une histoire comme ça, là, je pense, dans le roman. En tout cas, il s'est inspiré de ce roman-là. Puis là, ce qu'il a voulu mettre en scène dans ce film-là, c'est un peu le principe de vouloir chercher l'indépendance, mais sans vouloir faire les sacrifices. Il dit vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre. Et il fait un parallèle avec l'indépendance des Québec. Ça portait là-dessus. Il voulait montrer la lâcheté, je le cite, du peuple québécois qui n'a pas voulu faire les sacrifices pour avoir son indépendance. Alors, c'était ça le but de ce film-là. Ok. Ouais. Mais la lâcheté, il voulait dire qu'il était plus à gauche ou plus à droite que... Et il disait que les Québécois n'étaient pas prêts à faire les sacrifices pour obtenir leur indépendance. C'est-à-dire ils ont été dans la version PQ avec la libre, l'association, je veux dire Ben, l'association libre. oui, il cite la phrase, comment il dit ça? Attends une minute. Où est-ce qu'il est mon truc qui est perdu? Il cite le être ah, je ne l'ai pas noté. C'était être un Québec indépendant. Ah oui, c'est ça. Être un Québec indépendant dans un Canada fort. C'est comme. Voilà, voilà, C'est ça. c'est ça, Exact, c'est ça. Donc, on ne fait pas le sacrifice de. d'aller directement vers l'indépendance sans se soucier des compromis à faire, hein? Exactement, c'est ça. OK. Alors, c'était un peu le thème de ce film-là. Ouais. Moi aussi, j'ai lu un peu comme Hélène sur les commentaires de l'auteur et un peu ce qui a été dit. Et il parlait beaucoup du personnage Windigo, en fait, le mythe derrière et les origines. Il y avait pas mal de conflits sur qu'est-ce que ça veut dire Windigo, d'où c'est venu, ça représente. Et il parle un peu de l'individualisme et du collectif, c'est-à-dire justement de vouloir être individualiste. Mais dans la culture autochtone, du moins ce qui était expliqué, c'est que cet individualisme était nocif pour le groupe et finissait par être mangé par le Windigo, qui attaquait principalement dans les longs hivers les gens qui étaient isolés, qui n'étaient pas dans le groupe. Donc là, ça revient un peu à ce que disait Hélène, l'idée de se séparer, mais en fait, si tu te sépares, tu te fais manger. Euh, Mm. et, euh, et il y avait aussi beaucoup la notion de l'origine, enfin, on va parler un peu évolutionnairement, pas psychanalytiquement, c'est-à-dire pourquoi ce personnage, quel est son but? Et en fait, c'est qu'en hiver, c'était principalement dans les tribus autochtones qui étaient situées dans des régions où est-ce que les hivers étaient particulièrement rudes et particulièrement froids, enfin, je vais les appeler mythes, après chacun ses croyances, mais ont été développés parce que justement la possibilité de la famine était réelle. Les gens pouvaient vraiment mourir et pouvaient vraiment avoir a threat, j'arrive pas à le dire en français, oui, voilà, une vraie hantise de est-ce que quelqu'un va finir par manger l'autre? Est-ce que ça va détruire justement le clan? Alors, il faut que tout le monde partage pour que personne ne devienne un Wendigo, parce qu'on peut devenir un Wendigo, même si on ne se manifeste pas par les maciations et l'allongation, tu vois, du personnage ou les cornes. En fait, la possibilité réelle de se transformer, d'être sortir de soi-même et de devenir un danger pour les autres par cette séparation, par cet individualisme. Donc, j'ai trouvé que ça revient beaucoup un peu à l'introduction qu'on vient d'avoir.
Et après que beaucoup de personnages Windigo, plus tard dans la littérature qui est devenu un peu commercialisé, un peu populaire, se sont beaucoup éloignés de cette origine. C'est devenu plus, voilà, quelque chose qui fait peur aux enfants, plus qu'une idée qui est en fait originaire, d'individualisme, de collectivisme, et qu'est-ce que ça représente de ne pas respecter le collectif et comment, voilà, la peur, de cette croyance te ramène à l'ordre. C'est ça. Et respecter le collectif, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire partager la nourriture avec tout le monde. C'est ce qu'il donnait comme exemple. Rester en groupe, ne pas aller chasser seul, chasser en groupe. Maintenir une collectivité, rester en groupe, rester formé, parce que c'était là où on avait la plus grande chance de survie, comparé à être individualiste. Maintenant, après, on peut extrapoler à beaucoup de choses d'individualistes de nos jours. Faut vraiment s'éloigner du thème et extrapoler, mais voilà ce que j'avais retenu. Après, j'aimerais entendre vos idées aussi. Oui, évidemment. Je veux dire, si au lieu de partager une proie, tu te l'appropries tout seul, ça met en danger le groupe et ça te, ça te rend comme, ça te donne une sorte d'indépendance comme dans le film, hein, le petit Et groupe de gens. 100%. Et ils ont fait une allusion aussi à, justement, je t'avais dit au début, la crise d'Okra, je pense que je le dis juste, Ok, je sais plus. ok. Où est-ce que justement, ils voulaient et faire une extension d'un terrain de golf sur un terrain qui était sacré, un cimetière pour une tribu autochtone, et ce qui fait que ils se sont révoltés, l'armée a intervenu, donc il y a un parallélisme avec justement ces événements-là. Qui reflète que voilà, on ne peut pas penser juste à soi, oh, je vais ajouter un terrain de golf, je veux manger toute la poire, je veux le gâteau, je veux tout, je veux le terrain. Il faut penser aux autres. Et est-ce que les deux se rejoignent? En fait. En même temps, quand on appartient à un corps et qu'on se détache de ce corps, c'est comme si c'était Windigo avec sa bouche qui nous avait détachés de ce corps, hein. C'est comme on devient une partie de la proie qui a été mangée, hein, par l'immense bouche de Windigo. Hein. Bon, Il y a la définition du collectif là-dedans, hein, parce que ce mythe vient d'un univers où, bon, la tribu, c'est l'humanité. Bon, mettons, l'ethnie, c'est l'humanité. Donc, et là, ben, le cas d'Oka, c'est qu'il y a deux humanités qui se confrontent, là. Alors, c'est au nom de quoi les priorités d'un, je veux dire, sont pas, je veux dire, ont un sens par rapport à celle d'un autre. Comment on fait une adjudication des différentes priorités de différents groupes? Et autrement dit, est-ce qu'il y a une instance qui peut faire des compromis entre des groupes hétérogènes? Hein? Bon, alors, et là, ça ramène à l'inspiration d'origine. Il y a comme un postulat que non, il faut qu'un groupe soit absolument indépendant, ne doit rien à personne, et le compromis avec d'autres groupes, et c'est une trahison, c'est quelque chose de monstrueux. Bon, c'est comme le postulat de ce type de pensée indépendantiste dont on voit comment ça se joue concrètement dans la mentalité et les actions de Hamas aujourd'hui. C'est une version de la conception d'identité où il faut absolument qu'il n'y ait aucun compromis possible avec le groupe hétérogène et sans ça, ça devient un casus belli. Bon, alors, il y a toute la question de la définition du collectif par rapport à quel on s'individualiserait. Hein? Et précisément, là, c'est la confrontation de différents collectifs. Là. Il y a le collectif autochtone, puis les différents étages du collectif
fédérales canadiens qui sont contestés, puis avec le collectif québécois qui est sous-entendu à travers tout ça. Et puis la question du rapport entre les prétentions du groupe particulier et les prétentions d'un groupe plus englobant. Et bon, et la façon dont ça se joue, ça a l'air de mener à une impasse où précisément c'est celui qui était le jusqu'au boutiste identitaire devient lui-même le Wendigo dans cette affaire-là. Et je pense que c'est un peu, enfin, je ne connais pas directement le roman de Conrad, mais j'ajouterai un détail important. Il a inspiré un autre film que vous connaissez tous, et vous allez tout de suite reconnaître la structure, c'est Apocalypse Now. Mais où il faut oui. aller par toutes sortes de méandres d'une rivière, là, dans le film, le Wendigo est identifié à ces méandres où on se perd soi-même, on perd ses repères d'identité, d'éthique et de bon, pour arriver au cœur d'une sorte de prétention, je ne sais pas, une construction identitaire dévorante, identifiée à un homme qui lui-même est comme malade dans son corps et probablement malade dans sa tête. Alors, c'est comme si aller au bout de la logique identitaire, c'est une forme de cas limite de folie. Alors, tout le monde est comme une sorte de réaction de recul par rapport à ça à la fin. Hein? En fait, au fond, il y a une sorte de cessez-le-feu devant cette menace de la monstruosité à la fin, parce que, bon, on ne peut pas endosser complètement la dérive à une sorte de folie suicidaire du chef indépendantiste, et en même temps, on ne peut pas non plus laisser aller laisser aller l'armée pour nettoyer tout ça. Donc, on est comme suspendu à la fin au bord de la rivière du Wendigo. Et bon, finalement, on est condamné au compromis, qui est ce que les intellectuels québécois comme Morin, comme leur impératif éthique catégorique, c'est de rejeter le compromis, mais à la fin, même Morin, il est bien forcé par la logique de son histoire. Lui aussi, une sorte de mouvement de recul par rapport à la logique d'affrontement absolu entre des identités déclarées incompatibles. Ben, écoute, maintenant, on va peut-être analyser le film. Oui. On a rassemblé un petit peu les idées générales qui tournent autour de ce film, les éléments culturels qui virevoltent autour du film. Maintenant, essayons de rentrer au cœur du film et d'aller glaner, si vous voulez, les signifiants qui nous font signe dans le film. Quels sont les signifiants qui ont attiré votre attention? Bon, un signifiant, c'est un élément qui, dans le film, vous fait de la main comme ça, hein, et a tout à coup retenu votre attention. C'est ça que je veux dire par signifiant pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce vocabulaire. Alors, je vais aussi écrire tout ça avec mon... Et hop. Voilà. Alors, quels sont ce qui vous est apparu dans le film comme étant susceptible d'attirer votre attention? On va les mettre en vrac sur l'écran. Ben moi, j'ai remarqué un peu le même truc qu'on a vu dans les deux autres films de Morin, c'est-à-dire le fusil, la mitraillette, la caméra, les jumelles.
oui. Caméra et jumelles devraient être mises dans la même catégorie. Oui. Et puis, un point important ici, c'est le regard, parce que on a eu le regard, on peut dire le regard de la mort. On a eu deux moments dans le film où on a vu un mort nous regarder. D'abord, quand il découvre l'avion qui est tombé dans le fleuve, et là, on voit l'aviateur ou je ne sais pas qui est comme en flottaison là, au milieu de l'eau, et on voit ses yeux regardant fixement vers le ciel. Vous vous rappelez de ça? Oui. Et un autre moment où il y a un mort qui nous regarde, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel, c'est quand le héros du film, qui s'appelle Eddie, meurt. Et à ce moment, on veut nous signaler qu'il nous a regardés parce que le médecin lui passe la main sur le visage pour lui fermer les yeux. Hein. Donc, regard de la mort à deux reprises. La grenouille aussi qui fait penser un peu à... Qui a perdu un œil, oui, c'est ça. Oui, c'est comme si la mort était une sorte de maladie ou d'état du regard. C'est une sorte d'état limite du regard. Exact. Tout à fait, exactement. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter, mais moi j'ai un autre aspect très, très complémentaire au niveau du regard. Enfin, moi je n'ai pas pu revoir le film maintenant, là, mais je l'ai vu cet été. Alors, des choses qui me reviennent, c'est le rôle du miroir, enfin, du regard porté sur soi-même. Ça pourrait être étendu à l'image pour la caméra aussi, quand les gens sont très conscients, mais c'est aussi le reporter qui doit toujours rajuster sa perruque devant un miroir. Il doit toujours recomposer son identité, hein, comme une sorte de persona qu'il doit présenter au public. Il y a toujours un décalage entre sa personne privée et sa personne publique. Et puis même la mise en scène, même privée de sa réalité corporelle même. On voit à quel point l'identité, c'est quelque chose qui fonctionne en fait à même le stade du miroir, c'est-à-dire que quelque chose où c'est des éléments qui sont centrifuges, là, comme la perruque qui t'enlève de son bord, qu'il faut rajuster tout le temps par un effort conscient, par une sorte de fixation du regard. Puis l'enjeu, c'est de quelle image on va projeter. Donc, c'est aussi l'enjeu qui se pose pour les Indiens, mais bon. Mais comme tout ça, c'est pas frais dans ma mémoire, je vais vous demander si vous voyez des éléments comme ça à travers le film. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que le commentaire du caméraman au moment où le gars s'enlève ou se met le postiche, c'est de lui dire ça va leur faciliter la tâche quand ils vont te scalper. Oui. C'est vrai qu'on voit le miroir aussi dans les deux autres films. Hein? En tout cas, je me souviens au moins dans Yes Sir, Madame, que le héros se filme aussi dans le miroir. Hein? Donc, il y a encore un intérêt pour le miroir dans les autres films de Morin aussi. Oui, c'est ça. Et bon, on a aussi, en même temps que le miroir, on a la zone géographique. Hein? On a des plans généraux de la zone géographique
qui prend son indépendance, dont on nous dit qu'elle est aussi grande que la Belgique, hein? Ce qui est une façon de la légitimer, d'une certaine façon, puisque si elle est aussi grande que la Belgique, pourquoi elle ne ferait pas comme la Belgique, hein? C'est comme... Et en même temps, c'est un immense morceau comme ça qui se détache de... Et c'est intéressant parce que le gars du cabinet, celui qui a les cheveux un peu longs, là, quand il fait son premier commentaire, lorsqu'il est interviewé, il dit, après tout, le Canada est une confédération et donc n'importe qui peut vouloir quitter la confédération s'il veut. Ça ne poserait pas de problème. On a en voix off le commentaire du journaliste qui dit que c'est une langue de bois, puis tout ça. Juste un aparté amusant, c'est que cet acteur-là, c'est Michel Lapierre. Certains pourront peut-être le reconnaître de nos séances précédentes sur Jean-Marc Vallée, parce qu'il jouait le rôle du psychanalyste dans deux de ses films. Dans ces deux films québécois de Jean-Marc Vallée, c'est lui qui faisait le psychanalyste dans Crazy et dans Café de Flore. OK. Et puis même dans le film précédent, il apparaît une fraction de seconde dans le personnel du restaurant dans le film Requiem pour un beau sans cœur. Il était déjà là dans le portrait au fond. Oui. Enfin, peu importe, c'est une petite histoire. Mais on le voit d'ailleurs, hein? Il y a une scène où on voit le personnage du Requiem pour un beau sans cœur dans le film, là. Il y a une scène où est-ce qu'on voit une annonce aux nouvelles là, qui a été arrêtée ou en tout cas, qui s'est évadé. Non, qui s'est évadé là, de prison. Oui, oui. Donc, c'est le même univers. Ça, c'est très intéressant à noter, ça. Oui, oui. Oui. Bon, écoutez, si on se rappelle Requiem pour un beau sans cœur, on se rappelle l'évolution du film, comment les morceaux épars du beau sans cœur commencent progressivement à converger et à se centrer. Et au bout de ce cheminement, c'est là qu'il rencontre la mort. La mort étant une sorte d'unification de son image. C'est ça qui est quand même particulier. C'est quand Reggie obtient comme une image complétée de lui, si vous voulez, qu'il finit par mourir. Et donc c'est comme une sorte de cheminement depuis le morcellement jusqu'à l'unité. Et cette unité entraîne la mort. OK, c'est vague comme conception. On n'a pas besoin de se figer là-dessus, mais on peut retenir ce fait que l'unité est proche de la mort. Oui, mais ça rejoint exactement ce qu'on a mis comme premier élément structurel, c'est-à-dire que la mort est un état du regard, est un état de la construction identitaire, à la perfection de l'identité cohérente et sans autre, c'est la mort. C'est celle d'Eddie, c'est celle du héros qui va jusqu'au bout de sa souveraineté personnelle, tu vois, et il ne peut la trouver que dans une folie ou enfin qui le mène à la mort. C'est ça. Et là, dans le film qu'on vient de voir, l'équivalent de ça, c'est le moment où on vient extraire Eddie
de son village indépendant pour lui donner une sépulture à l'extérieur de ce village. Hein, et il meurt donc en regardant le temps qui s'écoule et en regardant les gens qui l'entourent. Et on lui donne une sépulture et on lui rend hommage en mettant son poignard et son collier, j'imagine. Donc, il y a c'est-à-dire que la vision totale engendre l'extraction et la mort. Uh-huh. C'est-à-dire, on ne fait pas juste mourir, mais on est extrait de soi, Mhm. ce qui n'est pas rien. Il y a une extraction de soi. Oui, mais en fait, ça rejoint quelque chose d'anthropologiquement très profond parce que la notion de personne renvoie notamment à persona, qui est parfois, on en parle comme le masque des acteurs de théâtre grec, mais plus profond que ça, c'est aussi le masque funéraire. Ça remonte aux Étrusques, mais et ça s'identifie au nom. Hein? Donc, les familles qui peuvent transmettre le masque funéraire d'un ancêtre, c'est celles qui ont le nom de cet ancêtre, qui ont donc une identité qui les distingue du commun et surtout des esclaves qui n'ont même pas de tête. Hein? Bon. Alors, mais donc, c'est vraiment au moment de la mort que la personne est fixée et que l'héritage, le nom, la prétention identitaire même du groupe, du clan, peut être transmise à partir d'une mort composée, comme ça. Là. Elle est composée sur le lit de mort pour rendre un visage héroïque, intemporel, et qui peut être transmise avec les armes et tout ça, les boucliers, tout ce qu'on voudra. Ouais, moi j'avoue que je me demande là si est-ce qu'on n'a pas affaire à quelque chose du même ordre que Éthéocle et Polynice, Romulus et Rémus, tous ces mythes de fondation de cité où il y a un jumeau ou un frère qui est roi et l'autre qui est extrait de sa cité pour mourir hors des limites de sa cité. Et Ouais, enfin, parce que là, on ne voit pas de structure gémellaire ici. Par contre, il y a la figure sacrificielle du roi lui-même, le chef de la communauté qui est en même temps l'objet d'une malédiction, en quelque sorte, et qui est au sommet, mais à la fin est comme jeté hors de la cité, parce que c'est lui qui a amené une malédiction sur la cité. Hein? Donc, évidemment, étant au sommet de l'identité, il est comme le grand responsable, donc le responsable des malheurs quand les choses tournent mal. Donc, c'est lui le bouc émissaire tout désigné. Donc, c'est lui bon, donc il y a toute cette ambiguïté autour du roi ou du chef qui incarne l'identité. Parce qu'il peut en même temps représenter les malaises ou même l'échec de l'identité. Donc, il peut être aussi, quand il peut être maudit à ce titre ou peut être banni à ce titre aussi. ouais. Là, c'est curieux parce qu'ils meurent tous dans le fleuve. Et, Dans le coin? dans le fleuve. Ah oui, oui. Oui, auquel, si j'ai bien compris, là, c'est Autofleuve qui identifie le Windigo ici. Là. Il l'identifie au parcours, mais dans les méandres du fleuve. La quête pour aller jusqu'au bout là, de l'obscurité. C'est ça le Heart of Darkness. Hein? C'est le cœur de l'obscurité qui est loin de la civilisation. Hein? Dans le roman de Conrad se passait au Congo belge, justement. Il s'agissait d'aller jusqu'au bout d'une rivière mal explorée pour voir je ne sais trop quel chef rebelle qui s'était extrait des mœurs civilisées pour aller au bout d'une sorte de logique barbare de souveraineté. Hein?
Bon, c'est la même chose qu'on trouve dans Apocalypse Now, hein, le personnage de Marlon Brando, là, qui s'extrait de la civilisation, puis qui s'entoure qui devient une sorte de chef, de roi désigné d'une peuplade sauvage et les aide à assumer leur indépendance en dehors des normes de la civilisation moderne. Mais donc, toute l'idée du Heart of Darkness, du cœur des ténèbres, c'est aussi l'idée de, bon, on disait, c'est un autre cliché apparenté de Darkest Africa, on disait, hein, c'est-à-dire une terre une sorte de continent obscur de jungle où on se perd, où le héros blanc se perd. Bon, c'était la métaphore d'une sorte de régression jusqu'aux racines archaïques de l'être humain. Jusqu'à toucher une sorte de drame sacrificiel primordial, en quelque sorte. Et bon, c'est un peu une version de ça qu'on a ici. Ouais. Une sorte de scène primordiale. Hein. Enfin, là, on peut même emprunter un petit peu à Freud, une sorte de scène primordiale. On pourrait parler, peut-être, à la limite, je ne sais pas, ça me vient, est-ce que la notion de horde et de chef de la horde pourrait intervenir ici, le père de la horde? Enfin, je ne sais pas. Mais c'est ce genre de scène-là, en fait, que le cœur des ténèbres désigne, c'est-à-dire le parcours le parcours sinueux, en fait. Le parcours sinueux. Et lui-même, le monstre, en fait. C'est Wendigo, si je Mais comprends bien. on a l'impression, si tu veux, que Wendigo, enfin, comme le gars le dit sur son lit de mort, c'est le temps qui n'a pas de fin. On a beau vouloir réaliser quelque chose d'exceptionnel, cette réalisation est forcément simplement une étape sur le chemin du temps infini qui s'écoule. Et donc, cette chose exceptionnelle va forcément s'effriter un jour et le temps va l'emporter sur cette cohérence passagère, tu sais. Et, donc, il y a l'idée de temps qui s'exprime à travers l'espace, si tu veux, Wendigo. Mais c'est l'idée de quête, hein, l'idée de quête régressive. Et c'est peut-être pour ça que ça me mène au fond au divan, quoi. Hein? Là aussi, il y a une sorte de retour sur soi. On laisse dérouler un récit pour nous amener comme de détour en détour, là où on ne s'entendait pas, et à une sorte de traumatisme ou d'événement primordial qui est de nœud, qui ne peut pas nécessairement être dénoué, là, mais qui est comme le nœud de l'intrigue qui constitue notre histoire personnelle. Ouais. Et puis, donc, au fond, la structure narrative aussi est un peu comme ça. Hein? C'est un peu, en fait, comme mettre quelqu'un sur le divan, le laisser déployer les différentes versions de sa personnalité, celle qui présente au public, celle qui est consciente de présenter au public, celle qui est plus élémentaire, les différents points de vue sur le sujet qui l'amènent à une sorte de drame initial qui ne peut pas nécessairement être pénétré, mais sur lequel on peut mettre le doigt. Hein? Donc, dans ce sens-là, Wendigo, dans sa structure, peut se comparer à une démarche psychanalytique ou psychothérapeutique. Mais sûrement. D'ailleurs, ça rappelle les films qu'on a vus les 2 dernières saisons de l'année dernière, là, avec Léa Poul. Et bon, Léa Poul stressait beaucoup dans ces films le fait que il y a un train, le train thérapeutique avec ses wagons. Et bon, chaque wagon, c'était une séance et il fallait prendre le train et non pas
et non pas arriver à destination, au fond, hein. C'était l'idée du train qui comptait avant la destination. Uh-huh. Et donc là, on a un peu la même idée avec le parcours du fleuve. Il faut jamais mettre un terme au parcours du fleuve. C'est pour ça que il est difficile de mettre un terme à une psychanalyse. On ne sait pas si elle est terminée ou si elle est interminable, hein, parce que à partir du moment que on la termine ou on l'arrête, c'est comme si on construisait un barrage sur le fleuve. Alors l'eau commence à refouler. Oui, oui. Sauf qu'il y a un élément tragique dans le contexte du film parce que qui présente précisément une quête identitaire de souveraineté. Et à la fin, en allant jusqu'au bout, on tombe sur son impossible. Hein? Donc, tous les personnages se retrouvent échoués. Leurs différentes constructions d'identité ou de souveraineté, avec ou sans compromis, tous sont comme échoués, ne peuvent pas vraiment s'établir de façon sûre sur la conception qu'ils en ont. Ils sont comme largués en quelque sorte. Ils sont condamnés à errer continuellement dans des compromis ou des malentendus ou des zones grises ou bon, précisément tout ce qu'ils cherchaient à éviter, ils sont pris dedans et il n'y a pas vraiment d'issue. C'est bon. Ouais. On est retrouvé, on est largué dans l'espèce de flou frustrant du réel où tous les fils sont déconnectés et pendouillent. Oui. Et tout ça résulte peut-être de cette distinction qu'on fait entre le corps qui reste à domicile et le corps qui s'évade et qui va se faire enterrer, qui meurt et qui se fait enterrer à l'extérieur. Donc il y a une différence entre, peut-être que c'est un peu ça l'origine de la différence entre signifiant et signifié, hein, que les psychanalystes après Lacan ne cautionnent pas, hein. Pour Lacan, il n'y a pas de signifié à proprement parler. C'est un signifiant qui réfère à un autre signifiant. Je veux dire, les signifiants constituent l'un après l'autre des chaînes de signifiants. C'est-à-dire qu'un signifiant est le signifié de l'autre. Mais il reste que ce n'est pas un signifiant en tant que tel, c'est aussi un signifiant. Donc, il y a cette espèce de cheminement d'un signifiant à l'autre. Et bon, alors que dans le film, ce qu'on a, c'est une sorte d'extraction à partir d'une certaine matérialité. Il y a l'extraction d'un symbole, un symbole qui est enterré à l'extérieur du lieu dont il a été extrait. Hein. Donc, il y a comme une différence matière-esprit qui apparaît comme ça. Même la scène de l'enfant aussi qui est là et qui sort de la collectivité, qui passe dans le fleuve. Et il y a une scène comme ça à un moment quand il y a plusieurs barques qui passent dans le fleuve avec un enfant malade. Ah oui, 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 c'est vrai. Tiens, un enfant malade, comme Eddie est malade aussi et doit être promené sur le fleuve. Oui, oui, c'est vrai. Oui, donc c'est ça, la maladie, pour essayer de faire quelque chose avec la maladie, faut se mettre, faut entrer, essayer de flotter sur la rivière, essayer d'aller quelque part sur la rivière. Oui. Parce qu'il y aurait là-dedans. Oh, excusez-moi. Mais oui.
Natalia, Non, j'allais dire, est-ce qu'il y aurait là-dedans comme un mythe par rapport à l'eau qui purifie, qui nettoie, euh, aux propriétés de l'eau même? Jésus-Christ qui a été, est-ce que ça peut renvoyer à ça? Ben, quoi que c'est pas. Ouais, je- 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 j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt le sens vétérotestamentaire de l'eau, c'est-à-dire comme lieu de la mort. Hein. C'est dans la culture ancienne, c'est vraiment le lieu où tout se dissout, tout est mort, tout est ambigu, c'est le lieu des fantômes. Hein. Bon, alors, c'est évidemment la première chose qu'on voit dans l'eau, c'est un cadavre de quelqu'un qui a prétendu survoler la situation. Bon. Donc, ouais. Mais bon, je ne sais pas, puisqu'on remonte à l'Antiquité, ben, en Égypte, hein, il y avait un parcours par l'eau durant la nuit pour essayer de remonter le cours de la vie, pour retrouver la vie au bout de la nuit en passant avec un bateau là, sur une sorte de fleuve métaphorique. Mais disons que, le cours d'eau ici ne semble pas être une source de vie. Il semble être un lieu d'une part de mort et d'errance. Et d'errance qui mène où? Il porte une sorte d'espoir de guérison, mais parce que justement, il y a espoir de guérison parce que en flottant sur l'eau, on flotte sur la mort. Donc, il y a peut-être moyen d'échapper un peu à la mort en négociant un peu avec elle. Bon, Est-ce que c'est aussi en Inde que les morts sont mis dans l'eau? En- non, 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 non. Non, c'est pas. après Non, ils ne sont avoir pas Pas le directement mis dans rituel. l'eau, là. Non, le rituel, c'est C'est quoi de les par rapport brûler. Le rituel en Inde, c'est de brûler les corps. Mais, été mais, 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 mais- jeté mais dans le, mais l'eau. mais le Gange est un fleuve sacré, donc tout le monde va se baigner dedans, peu importe à quel point il est pollué, c'est quand même quelque chose de purifiant. C'est comme ça avec plusieurs cours d'eau sacrés. Mais c'est vraiment une autre question. OK. Mais les cendres des morts sont jetées dans le Gange aussi. Ça, oui, oui, ça oui. Ça oui. Mhm. Moi, le parcours du fleuve, quand il débute, moi, ça me donnait l'impression, plus on avance, plus on va vers le passé, dans le sens où on passe par une étape où on a vu la civilisation arriver. Quand il mentionne, là, on allait pêcher, là, il y a eu de la coupe à blanc, ça n'a jamais repoussé. Puis après ça, plus on avance vers le groupe le plus éloigné, plus ça devient sauvage, la forêt. Puis il y a quelque chose que moi, je n'ai pas tout à fait compris. Je ne sais pas s'il y en a un qui a compris ça, mais quand pas Eddie, mais celui qui empêche qu'on aille lui parler ou qui est le porte-parole, mentionne qu'il a pris du temps à comprendre le message d'Eddie, ça lui a pris 1 an, et qui Voilà. parle que le temps, il dit qu'on est 150 ans en arrière, 150 ans en avant, qui se promène sur 300 ans. Je n'ai pas très bien compris, là. Je ne sais pas s'il y en a un qui a compris ça. Oui, ouais, c'est vrai. Mais là, tu parles de deux personnages différents, là, parce que il y a Volant, qui est, qui est le compagnon politique, en fait, qui était au Conseil des Anciens avec Eddie. Et il y a une espèce d'aide de camp de Eddie. Oui, c'est de l'aide de camp que je parle, là. Okay. C'est lui qui dit que ça lui a pris du temps à comprendre le message d'Eddie. C'est lui qui parle de ça, de cette temporalité de 150 ans dans le passé, 150 ans en avant. Oui, oui. Puis effectivement, ils sont dans un mode de vie. Quand on voit les autres habitants avant qu'ils se rendent. Eux autres sont plus modernes, hein, dans le fond. Ils utilisent quand même la modernité, tandis que là, rendus à leur groupe, à eux autres, sont vraiment dans le mode de vie, la chasse, le feu. En tout cas, c'est ça. Là,
ils n'ont plus de lien avec la civilisation moderne. C'est un peu comme les Amish, hein? Ils font un peu le même système que les Amish, mais ils ne veulent pas avoir de lien avec la civilisation blanche, même si la civilisation blanche est venue les chercher avec le concept d'écologie, hein? C'est ça qu'il dit. C'est comme si le plus difficile est de couper le contact avec les Blancs, hein? Donc, comment faire pour ne pas toujours être en contact avec eux, hein? C'est ça la difficulté. Mais ça, c'est Eddie qui le dit, hein? 150 ans après, c'est ça, c'est dur à comprendre ça. Mais ça rejoint un peu l'idée de cette génération avant, cette génération après, là, que les Amérindiens évoquent souvent, là, qu'il faut agir avec cette conscience-là que Ah oui. on parle pour Ah, cette génération d'ancêtres et puis des 7 générations de descendants. Ouais. Ou bien quand on maudit quelqu'un jusqu'à la 7e génération. Oui, oui, les Templiers, là, oui. Écoutez, moi, je verrais beaucoup ce film comme un film de Morin. Ah, ok. C'est-à-dire, il me paraît très structuré par une, une, une violence importante qui est une violence de gens qui s'individualisent au lieu de participer du décor. Comme nous, les spectateurs, nous sommes individualisés, nous sommes sommés d'intervenir dans le film parce que lorsqu'on s'adresse à nous, il faut qu'on devine, nous sommes qui quand on s'adresse à nous, parce qu'on est un des personnages du film. C'est assez étrange comme formule. Il y a quelque chose d'une... Bon, moi, écoutez, j'ai remarqué par exemple une chose dans les bureaux de psychanalystes ou de psychologues. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on a comme deux bergères qui se font face à face et le psychologue et le patient s'assoient face à face. Il y a comme un face à face que je trouve souvent un peu excessif. C'est un peu le même face à face que je vois dans le film, hein, cette caméra qui se braque sur nous et qui s'adresse à nous comme si nous étions un des personnages du film. Uh-huh. Tu vois? Alors que, bon, nous ne sommes pas le personnage du film. Alors, comment on va deviner qui nous sommes quand le héros s'adresse à nous, là, s'adresse à la caméra? C'est quand même bizarre, c'est comme si nous avions à assumer un certain nombre d'identités insues de nous. C'est quand même curieux. C'est comme si on n'était pas libre de nos identités. Ah ouais. C'est comme...
on est accusé de notre identité, on est imputé Oui, de oui, oui. notre identité sans qu'on soit libre de la choisir. C'est quand même. Donc, je suis Eddie, il s'appelle Eddie, je sais pas quoi, là. Hein? Laroche. Laroche. Je suis tout à coup Eddie Laroche, mais je ne le savais pas. La caméra se braque sur moi et me dit des choses. Oh, tu sais, c'est comme si on n'avait pas le choix que nous donne la triangulation. Hein, Oui. Uh-huh. Oui, c'est ça. On a comme cette juxtaposition de rapports binaires frontaux, en quelque sorte, et la négation d'un espace commun. Hein? Voilà. La négation d'un espace commun. Oui. Exactement. Ben, C'est là. évidemment, qui n'est pas sans rapport avec la négation ou l'extrême hostilité envers l'idée de compromis. Puis en même temps, ben, le fait on peut pas, il n'y a pas d'issue en dehors du compromis et le compromis est lui-même rejeté. Alors, on est pris au milieu de nulle part, là, quelque part entre la brousse et la civilisation à la fin. C'est-à-dire que dans le face-à-face, si on ne veut pas mourir, il faut mettre des frontières. Et là, il faut savoir qui a telle identité et qui Ben n'a oui, pas telle identité. oui, Alors que quand on est dans comme tu dis, un espace, je ne sais pas quel terme tu as utilisé, quand on est dans un espace tridimensionnel, mettons, euh, on n'a plus besoin de se soucier des limites, des frontières. Et, ben, c'est ta logique anthropologique aussi. Hein? Tant qu'il y a une sorte d'autorité surplombante, ben, les identités locales, partielles, peuvent aller leur chemin sans être toujours dans un face-à-face ou de vie ou de mort entre les unes envers les autres. Alors que si cet espace commun garanti par une autorité surplombante disparaît, il n'y a pas d'autre logique que d'aller au bout de l'affrontement, de la confrontation et même d'une certaine, même de retour sur soi par le miroir. Soit narcissique ou nihiliste. oui, Est-ce qu'on pourrait revenir sur la notion de ce que tu disais tout à l'heure, Karim, être libre de ses identités? oui, C'est complexe comme problématique parce que oui. euh, elles sont mouvantes aussi, quelque part, les identités. Oui, sauf quand on est imputé de l'extérieur d'en avoir une. Tu sais, comme si on n'a plus le choix de nos identités. Sauf que c'est ça le problème dans ces situations duelles-là, c'est que on n'a plus le choix. On est obligé d'assumer des identités dont on n'a même pas une idée, Mhm. qui nous sont totalement étrangères la plupart du temps, dont on prend quelques bribes et on s'en constitue un vêtement factice, tu sais. Et c'est souvent le cas de l'intégrisme. Hein. L'intégrisme, il est le fait de gens qui ont perdu leur religion et de deuxième génération ou je sais pas quoi, des gens qui n'ont pas eu accès à un milieu symbolique suffisamment riche et qui adoptent des identités comme ça au hasard des rencontres un, deux signifiants suffisent à leur constituer une identité. Puis, Puis on coupe ce qui dépasse oui, c'est ça. en soi-même et surtout chez les autres. Surtout chez les autres. Ouais. Mais
C'est une Oui, grosse remise en question quand même du rapport thérapeutique. Enfin, c'est même pas une remise en question, c'est presque une mise en doute. Parce que l'identité du thérapeute, bon, elle peut aussi être mal prise. Il a pu adopter cette identité-là. oui, oui. Pour un thérapeute qui serait autoritaire ou qui serait dogmatique. Il y en Ou au contraire, a- conciliant, Oui, compréhensif, c'est ça, au etc. conciliant. Et en fait, on peut voir les officiels du gouvernement, surtout le type du cabinet, comme dans une sorte de démarche thérapeutique là, pour faciliter le dialogue et tout ça. Là, bon. Et qu'arrive-t-il si le sujet, le patient, ne veut pas entrer dans ce jeu-là? Hein? S'il Ah, est toujours poussé dans ses retranchements, il veut au contraire avoir son identité propre et ne rien devoir à personne. Alors, la tentative de dialogue est vue comme une sorte d'agression impardonnable ou bon, en tout cas comme une attaque. Ça, c'est ça. Là, il y a une sorte de... Il y a une sorte de... Au fond, la démarche thérapeutique coulante, compréhensive, a quelque chose d'une sorte de libéralisme en quelque sorte. Et c'est possible de réagir contre ça, de ne pas vouloir manger de ce pain-là. Alors, dans quoi on se réfugie? Hein? Dans une sorte de négation en bloc ou dans une sorte de performance de sa différence? Oui. ça peut être une violence insidieuse aussi. Oui, exactement, oui, bien, c'est sûr. Ben, c'est parce que c'est rentré dans une sorte de raison commune, d'adaptation au milieu, là, bon, de gommer les différences les questions qui fâchent, etc. Bon, Ouais. c'est sûr, il y a tout cet aspect-là d'adapter dans la démarche psychothérapeutique, c'est de permettre aux gens de s'adapter pour fonctionner dans la société. Ben, ce n'est pas une façon de contester la société, ça non plus. Hein? Et si on est dans une démarche de la contester à partir d'une position un peu extérieure, ça se peut que cet effort de conciliation soit vu comme une agression. Par exemple, je vous donne l'exemple des enfants adoptés. Ils sont typiques de cette situation-là. Un enfant adopté, c'est quelqu'un qui sait qu'il vit dans un milieu qui ne lui est pas naturel ou qui a perdu sa naturalité et il est pris en charge par une famille adoptive qui veut tout faire pour son bien. Mais lui, il est très embêté que cette famille veuille autant son bien et il préfère et de loin se dissocier de ce bien qu'on lui offre avec autant d'insistance. Hein, Alors, il fait des crises, il se démarque de la façon qu'il peut de ses parents adoptifs. Il se cherche ses parents naturels, mais il ne les retrouve jamais vraiment. Enfin, c'est un peu le même scénario que là, hein, parce que ces gens qui ne veulent rien devoir au monde des Blancs, ben, comment ils vont vivre maintenant qu'ils savent que le monde des Blancs existe? Tant qu'ils ne le savaient pas, ça allait, mais leur savoir change leur vie. Et comment vont-ils se démarquer, se défaire, se dissocier de ce monde blanc? Non, c'est pas facile. C'est peut-être un peu aussi en thérapie comme les problématiques qui poussent au retour à l'emploi de personnes qui ont arrêté depuis longtemps et qui ont comme perspective des emplois qui ne sont pas nécessairement intéressants, dont on ne voudrait pas, etc. Mais l'objectif, si elles sont suivies par un médecin, c'est de retourner à l'emploi. La réintégration. Précipitent vers la situation dont elles ont essayé de s'extraire, mais ils ne sont pas arrivés. Ah. C'est un gros problème aussi, ça.
En thérapie, Donc, elles ont intérêt à faire échouer la démarche. ben oui, normalement, c'est ça ça devrait être ça l'objectif pour elle. Ouais. Tu veux me faire retourner travailler dans un travail de merde que je veux pas, que j'ai quitté. Et puis, ben, si je veux continuer à survivre dans ce monde de blanc, on va dire, ben, le choix, c'est quoi? C'est d'être social. Qui va courir derrière ça? Mm. C'est compliqué comme problème, hein? Oui. Ils viennent en thérapie, mais bon, tant qu'on parle d'autre chose, c'est intéressant et c'est correct, mais si on parle de cette problématique de retour à l'emploi, c'est pas simple. C'est vrai que le sujet de la discorde entre les Blancs et les Autochtones dans le film, et même intercommunautaire, c'était la question de l'aide, je crois. Ils ne voulaient pas recevoir l'aide du gouvernement, et c'est là que ça a un peu implosé dans la communauté. Oui, mais c'est la même logique, c'est la même logique du don empoisonné que pour les assistés sociaux, hein? Parce que recevoir un don, c'est une perte pour l'identité, pour la construction de l'identité. C'est une véritable lésion de l'identité. De recevoir sans pouvoir donner, c'est terrible. C'est la pire atteinte à la personne et la plus insidieuse et la moins facile à comprendre. Oui. Il y a peut-être qu'on ne peut pas ne pas évoquer dans ce cas-là de nouveau le stade du miroir. Hein. Bon, ce qu'on nous dit du stade du miroir peut peut-être nous être utile dans la circonstance actuelle. C'est que le stade du miroir, c'est quelque chose qui nous regarde de l'extérieur et qui nous unifie, hein, qui nous unifie et qui nous fait changer de mode de gestion du corps. Ça nous permet, en principe, de coordonner les parties de notre corps, alors qu'auparavant, ces parties étaient en quelque sorte disjointes entre elles. C'est-à-dire que chacune travaillant pour son propre compte. Hein. C'est Freud qui nous parle du pervers polymorphe. Hein. Chaque partie du corps travaille pour elle-même, alors que le stade du miroir vient et unifie tout ça. Bon, mais pour unifier tout ça, il faut qu'il uniformise tout ça. Il faut qu'il efface les aspérités, il faut qu'il empêche que les parties de ce corps ne continuent à être singulières. Il lui faut empêcher que se maintienne la singularité de ce corps. Il faut impérativement qu'il l'amène vers une communauté de formes, de fond. Et à partir de là, bon, quand le corps en question, quel que soit ce corps du reste, quand le corps en question a eu cet enduit d'uniformité, là, on peut imaginer une coordination entre les parties de ce corps. Hein. Vous voyez, donc il y a d'un côté la singularité et de l'autre l'uniformité. Et bon, ce qu'on nous dit, c'est que l'instrument majeur de cette uniformisation, c'est le regard. C'est bon.
c'est le regard du miroir. Bon, ça c'est Lacan. Freud en a donné une autre version. Hein, c'est comme c'est plus au niveau du caca. Quand le caca est sorti à l'extérieur, bon, il y a peut-être une cohérence qui se retrouve quand le mauvais est sorti à l'extérieur. Il y a une cohérence qu'on peut retrouver à l'intérieur. Mais bon, Freud n'a pas évoqué cette question me semble pas en tout cas, de coordination. N'empêche que c'est l'informe qui est rejeté comme extérieur, comme le monstrueux, le mauvais, le contaminant, etc. Donc, c'est quand même une image d'une sorte au fond, d'une sorte de caricature du pervers polymorphe. Hein? C'est comme si on faisait une césure avec une sorte de caricature du pervers polymorphe qui est rejeté et qui avait une sorte de caricature d'un sujet homogène qui devait se constituer par ce rejet. Donc, ça peut très bien se concilier avec le stade du miroir. C'est ça. Alors, pour pouvoir mieux rejeter le singulier, ben, on le caricature. Oui. On dit ce sont des terroristes, etc. Donc, des déchets de la société, ouais. des ordures, des salauds, tout un vocabulaire excrémentiel en quelque sorte. Et on parle d'animaux, hein? C'est intéressant. Ouais. Bon, des fois, on va jusqu'à parler d'insectes, mais ces derniers temps, on s'est contenté de parler d'animaux. Donc, c'est l'animal qui n'a pas de tête, hein, et qui a besoin d'une tête. Besoin d'une coordination extérieure. Mais on ne mentionne pas l'échec des tentatives d'uniformité. On ne le mentionne pas. Qui mentionne pas? Quand on rejette tout ce qui est singulier, jusqu'à le caricaturer, jusqu'à l'ostraciser, bon, le pourquoi de cela, on est très bref là-dessus. Oui. On va trouver des accusations, on va trouver des chefs d'accusation, mais le fonctionnement même social, on n'en parle pas. C'est ça. C'est ça, mais le sujet comme fonctionne à partir de ça. Je veux dire, c'est sur ce rejet qu'on construit une image de soi homogène et propre. Hein? Mais la nature du rejet, je veux dire, on l'approfondit peu, on en parle peu. On approfondit peut-être, mais on en parle peu. C'est-à-dire oui, vas-y. C'est-à-dire qu'on n'évoque pas les possibilités de coexistence entre le singulier et le général. Ouais. On postule souvent que le singulier est tellement nocif qu'il faut le rejeter totalement. Oui, mais en fait, général, singulier, c'est une opposition un petit peu simpliste. Le problème de ce singulier-là, c'est qu'il tombe aussitôt dans une sorte de généralité informe, alors que précisément ce qu'on essaie de préserver, c'est une généralité formelle ou un formalisme généralisable en quelque sorte. Il y a une sorte de enfin, comme par exemple la persona sociale ou individuelle, c'est une sorte de version composée propre du moi individuel ou collectif. Et on n'aime pas avoir les parties louches, sombres, vagues, informes. Ça, on les gomme. Les parties ambiguës, on les gomme, on les rejette du côté du déchet. C'est pour ça qu'il faut pousser à la limite. Il faut les caricaturer pour pouvoir les exclure. Hein. Et là ce que tu appelles le singulier, on le rejette dans une sorte de généralité, justement, du stéréotype négatif. Hein. Ils sont tous comme ça, on sait bien ce que c'est tous des animaux. Hein. Il y a une sorte de saut instantané de ce qui ne se cadre pas dans la construction identitaire en question, dans une sorte de généralité comme monstrueuse, informe. Hein. Et la généralité à laquelle on s'adapte, dont on se réclame, c'est une qui est différenciée, qui se veut
qui se veut personnel, en quelque sorte, là, qui fait bonne figure. Hein? C'est ça, la civilisation, c'est ça d'être un bon citoyen, d'être une bonne personne. Et ça suppose qu'on ne laisse pas traîner tous ces aspects ambigus. Bon, ces besoins, on ne les fait pas en public. Bon, c'est des choses aussi élémentaires que ça, la construction du sujet au niveau individuel comme au niveau collectif, quoi. Cette opposition-là, elle est comme pratiquement nécessaire. Mais bon, le problème, c'est quand on la naturalise. Hein? Le problème, c'est quand on la naturalise comme si c'était quelque chose d'objectif et non une sorte de construction dont la psyché a besoin pour fonctionner sous forme humaine. Bien, écoutez, on a fait le tour des choses. En fait, on a comme dépassé un peu le film. Alors, on va dire bye bye.